Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette 11e édition du SIDO. On a l'honneur de démarrer un certain nombre tout le cycle de conférences du salon. Donc, je m'appelle Jean-Philippe Malissé, je suis le directeur de Captronic. Donc, Captronic est une structure, un programme qui accompagne les PME, les ETI, les entreprises françaises à gagner en compétitivité en intégrant de l'électronique et du logiciel embarqué dans leurs produits ou dans leurs process de production. Et vous voyez avec la thématique de la conférence, convergence IT-OT, l'enjeu critique du data management, on est directement dans ce sujet. Donc j'ai le plaisir d'accueillir dans cette conférence donc Didier Briand, qui est le directeur général et cofondateur d'Inouïd, Eric Touboul, qui est IoT Process Expert Open Innovation chez Schneider Electric, et Frédéric Gréziac, qui est directeur technique de Procist. Messieurs, je vais vous laisser présenter votre structure, vos activités, et puis ensuite on rentrera dans le cœur de la conférence. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez ? Inouïd, on l'a fondé justement il y a 8 ans. Donc on est issus nous de l'industrie, donc ingénieurs. Et donc exactement avec le sujet de cette table ronde, c'est-à-dire la transformation industrielle, l'industrie 4.0, en fonction de nos compétences, OT, c'est-à-dire opérationnelles, et bien sûr IT, c'est-à-dire tout le traitement de la data et la valorisation de la donnée. On est spécialiste, nous, de solutions complètes, c'est-à-dire qu'on va depuis justement l'opérationnel, c'est-à-dire la génération ou la captation de données, pour enfin aller sur la valorisation à la fin avec des IHM et toutes sortes d'algorithmes qui vont pouvoir donner des alertes et permettre justement de mieux exploiter la donnée. Merci. Donc Eric Touboul, oui. Moi je travaille chez Schneider Electric, issu de l'industrie, donc j'ai fait pendant 20 ans de la machine spéciale, donc je connais très bien la partie OT, sur toute la partie process, etc. Et depuis 5 ans, on travaille avec des partenaires pour développer des solutions digitales qui nous permettent d'être facilement déployables dans les usines sur des use cases qui concernent la maintenance, qui concernent la sustainability, qui concernent la productivité bien sûr et la qualité de nos produits. Dans ce cadre-là, et pour coller au thème de la conférence, on a travaillé énormément avec des partenaires comme Procist sur de la modélisation de données pour être capable de faire le lien entre la donnée OT et la donnée IT. Et tout l'enjeu du système, c'est d'avoir une modélisation qui soit relativement propre au niveau OT pour être remontée de manière complètement uniforme, standard et surtout facilement déployable en termes de connectivité pour pouvoir faire des analyses et des comparaisons au niveau process et au niveau interusine. Okay. Merci. Et tes 4 piliers, on reviendra, mais tes 4 piliers, tu l'as déjà dit, c'est la qualité, donc, la productivité, disponibilité, maintenance et impact environnemental. Voilà, tous les use cases sont issus de ces 4 piliers. Ils sont identifiés dans les usines par des équipes de diagnostic, on va dire, sur la performance, sur la maintenance, sur la qualité et bien sûr sur la sustainability. Okay. Merci. Frédéric ? Oui, donc Frédéric Gréziac, bonjour à tous. Je suis responsable technique de la société Procist. C'est une petite structure filiale du groupe Schneider Electric. Nous sommes basés dans les Hauts-de-France, à Valenciennes. On développe des solutions dans le domaine de l'informatique industrielle depuis pas mal de temps, donc sur la simulation de process, sur la standardisation et le déploiement de standards. Mais aujourd'hui, c'est plutôt pour évoquer notre activité dans le domaine de la collecte des données industrielles, en fait. Donc la capacité, effectivement, de se connecter aux équipements OT, de récupérer les informations et ensuite de les publier pour tous les cas d'usage. Et donc effectivement, c'est ce qui nous amène à développer beaucoup de partenariats industriels pour déployer ces solutions-là et on va pouvoir en témoigner aujourd'hui. Merci Frédéric. On va rentrer dans le vif du sujet avec des illustrations par des exemples d'intervention. Donc Monsieur Briand, parole est à vous. C'est bon, vous m'entendez ? Donc effectivement, on a sélectionné pour aujourd'hui 2 cas d'usage qui sont, je pense, intéressants parce qu'ils sont très différents et qui montrent un peu le côté vraiment transverse des technologies mises en place, des approches mises en place quand on fait ce rapprochement justement OT-IT et quand on va solutionner des problèmes des clients qui sont tous différents.
Donc le premier cas d'usage est très complexe dans les technologies et les approches mises en œuvre, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une usine d'incinération de déchets, donc de Paprec. Et donc dans cette usine-là, la problématique c'est que chaque usine est différente, malgré qu'elle soit a priori similaire du point de vue concept. Et après, les déchets à l'entrée de ces usines varient énormément dans le temps en fonction effectivement de la saison, en fonction des consommations des usagers. Donc en fait, la grande difficulté, c'est d'optimiser la partie incinération pour en tirer le maximum d'énergie et faire le minimum de déchets finaux. Et pour ça, il y a des réglages à faire. Et donc l'usine complète est très je dirais, adaptable. Et les opérateurs doivent pouvoir réagir au fur et à mesure des arrivées de déchets pour optimiser. Et donc l'intérêt de ça, c'est qu'on a une simulation déjà qui a été faite au départ pour de la formation. Et qu'on est parti de cette simulation pour dire, voilà la courbe idéale de fonctionnement en fonction des déchets qui arrivent. Et puis ce qu'on a fait, c'est que bien sûr, on a regardé la différence entre la simulation et la réalité. Donc, en général, l'opérateur a une formation et puis il va manipuler différents réglages pour optimiser le fonctionnement, mais ça prend du temps. Et en plus, suivant l'opérateur, on a une grande variation de résultats. Donc, l'idée, ça a été de dire déjà, de mettre en place un système plus automatisé, c'est-à-dire d'une sorte d'IA, qui a été vraiment spécifiquement faite pour cette application-là et développée pour, je dirais, apprendre les améliorations faites par les différents opérateurs et pouvoir au fil du temps, de l'année notamment, les différents déchets, permettre à l'opérateur de directement avoir déjà un réglage ou un pré-réglage qui puisse apparaître et qui va donner justement une très grande rapidité d'intervention. Nous, ce qu'on fait, ce n'est pas de l'automatisme, c'est vraiment des outils qui aident à la décision. Donc là, ça permet à l'opérateur de tout de suite aller au plus proche et puis de faire de l'affinage. Et puis là, le système apprenant, l'usine devient de plus en plus réactive et de plus en plus proche du réglage idéal à chaque moment. Alors l'intérêt double de ça, c'est que non seulement on optimise le process, parce que ce qui est perdu est perdu. Hein. Quand on a raté, l'énergie est perdue, elle n'est pas récupérable. En revanche, quand on fait ce process, on voit aussi l'efficacité du process. Et quand on a des réglages qui ne permettent plus, par exemple, d'optimiser et de se rapprocher de la courbe optimale, c'est qu'il y a probablement un problème technique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en place aussi tous les suivis des équipements critiques. Et donc, l'idée de ça, c'est qu'il y a un impact maintenance qui permet tout de suite d'aller régler le problème qui est à l'origine du décalage de performance de l'usine. Donc là, il y a une maintenance qui commence à se mettre en place là-dessus, qui est réactive par rapport à l'opérationnel. Et plus loin que ça, quand la maintenance ne permet pas d'aller sur l'optimum, on a eu un cas où effectivement le design, c'est-à-dire la conception d'un échangeur par exemple, a été modifié, l'échangeur a été remplacé parce que malheureusement par rapport au mode de fonctionnement de l'usine et des types de déchets, la conception, le design n'était pas finalement optimum et ça leur a permis de revenir sur la courbe optimale. Voilà, donc c'est un exemple d'application. Donc on a bien sûr une application PC qui permet en réel d'avoir l'écart de performance, d'avoir des alertes qui permettent aux gens d'agir tout de suite quand le problème arrive. Voilà. Alors excusez-moi, juste c'était le premier cas d'usage. Oui, on passera sur le deuxième qui est complètement différent. Vous verrez que c'est intéressant. Ok, Eric, si tu veux nous parler effectivement de chez Schneider, quels sont les différents cas d'usage aujourd'hui que tu traites? Oui, alors nous, on est parti donc, dans la convergence de la donnée OT-IT, on a mis le doigt très rapidement sur la problématique justement de la modélisation de données et de l'unicité de la donnée pour pouvoir l'exploiter au niveau IT, c'est-à-dire au plus haut niveau de l'entreprise pour être capable de comparer, pareil, la performance au niveau des machines sur les différents sites et puis surtout être capable de faire tourner des analytics toujours sur les mêmes bases de données. Pour ça, on s'est aperçu, alors on a plusieurs cas d'usage, donc je vais en exploiter un qui est l'efficacité énergétique. On s'est aperçu que sur les usines, justement, il y avait toute une diversité de matériel, de compteurs d'énergie, en fonction des énergies, en fonction de la maturité des sites, en fonction de la vétusté du matériel, etc. Et tout ça, on vient collecter la donnée de manière très différente, mais par contre, il faut l'exposer toujours de la même manière pour avoir des KPI comparables
sur les sites et pour pouvoir faire tourner des analytics sur des données qui soient comparables. Donc tout l'enjeu de cette connectivité OT-IT, c'est justement la modélisation de données. Et là, le use case, sur différents use cases, sur différents process, et notamment l'efficacité énergétique, on a déployé un outil qui sera expliqué par Frédéric, UDC, qui nous permet plusieurs avantages. Un, c'est la modélisation de nos process, suivant des normes, suivant une qualité de la donnée, etc., qui s'appuie sur des normes aussi bien de communication, etc. Et par contre, c'est une diversité et une flexibilité au niveau de la connectivité OT, en fonction des différents protocoles, en fonction des différents matériels, en fonction des différentes données disponibles ou pas dans le process. Par contre, on les remonte toujours de la même manière, avec les mêmes formats, les mêmes règles de nommage, etc. Et le gros avantage de cet outil, c'est qu'il formate de manière très standard, c'est qu'il est capable d'avoir une flexibilité au niveau OT, et ce surtout qui permet un déploiement très rapide une fois que le modèle est fait. Donc là aujourd'hui, le use case vraiment qui est aujourd'hui en masse déploiement chez Schneider, dans plus de 30 usines maintenant, c'est vraiment l'efficacité énergétique avec une approche de diagnostic au niveau de la consommation, sur les différentes énergies. Et par contre, aujourd'hui, on travaille sur différents process qui ne sont pas dans cette phase de maturité, au niveau du welding, donc soudure, au niveau de l'injection, presse plastique, etc. Pour, pareil, avoir la phase de modélisation et ensuite la phase de connectivité pour un déploiement plus rapide et plus homogène et plus standard. Ok, merci Eric. Frédéric? Oui, donc je vais parler sur ça, ce sera plus pratique. Voilà, donc effectivement, donc pour rebondir sur ce que vient de dire Eric, l'évolution qu'on a constatée quand même assez récemment, c'est la nécessité d'aller chercher des datas dans plein d'équipements différents. À une certaine époque, le recueil des données, c'était surtout dans les automates de commande qui étaient toujours considérés un peu comme le chef d'orchestre, un peu où on a toutes les données disponibles. En réalité, maintenant, effectivement, les datas, il faut aller les chercher tout partout, dans tous les contrôleurs, dès qu'il y a un peu d'intelligence. Donc ça peut être effectivement des power meters, des commandes numériques, des systèmes d'encollage, des visseuses, etc., etc. Donc les datas sont un petit peu partout. Donc ça, c'est le premier aspect. Et donc, effectivement, il faut les recueillir, les mettre en forme et les publier d'une manière structurée. Et donc là-dessus, on s'appuie sur OPC-UA, tout simplement. Donc la modélisation dont parlait Eric à l'instant, ça utilise les fonctionnalités d'OPC-UA. Et donc, on décrit les équipements et on les instancie pour les déployer sur une application en réalité. Si vous avez une ligne de production avec une trentaine de visseuses, par exemple, et vous voulez faire la traçabilité des cycles de vissage, eh bien, on va décrire une seule fois le process vissage, bien sûr, avec sa structuration, ses datas, les variables pertinentes pour les use cases, l'angle, le couple de vissage, etc. Et quand vous déployez ça, vous n'avez qu'à instancier en OPC-UA, vous n'avez qu'à instancier les objets, donc les visseuses, en déclarant l'adresse IP du contrôleur de vissage et donc vous avez un déploiement qui est extrêmement rapide et extrêmement efficace. Et vous également, vous avez la possibilité du coup de contextualiser la data, c'est-à-dire que la visseuse, elle est dans tel emplacement, telle ligne de production, de tel atelier. Et donc toutes les données publiées sont structurées et contextualisées d'une manière très, très propre. L'objectif étant de faciliter la réalisation des cas d'usage derrière. Et au niveau de Procis, effectivement, nous, ce qu'on fait, c'est de travailler vraiment sur cette infrastructure data, sur ces aspects de modélisation, de standardisation, de façon à ce qu'ensuite, la réalisation des cas d'usage soit simplifiée et donc forcément avec un retour sur investissement accéléré, quoi. Sachant que une des plus-values également, c'est de désiloter. C'est-à-dire qu'une donnée qui est publiée par rapport à un métier, elle est disponible, elle est publiée pour l'ensemble des cas d'usage. On a vu l'optimisation du process, la maintenance. Effectivement, oui. La règle, c'est de se dire, on a une donnée et elle est à des multiples usages, voilà. Sachant que la richesse vient aussi du croisement des données. Et effectivement, ça va être comme vous l'avez dit sur la maintenance, on a un problème de process qui ne fonctionne pas bien et on va remonter à l'équipement et en croisant les différentes datas qui sont mesurées, on va pouvoir effectivement... Oui. Je crois que ça c'est vraiment un point vraiment clé, c'est que si on veut être efficace au niveau de la data, il faut créer une infrastructure de collecte et de publication de la data
qui est quasi indépendante des cas d'usage, parce que sinon, effectivement, ça crée des silos. Et au niveau de ProSys, on a lancé cette activité-là en partenariat avec le groupe Renault. Il y a eu pas mal de communication sur ce gros cas d'usage, vous en avez peut-être entendu parler, où chez Renault, maintenant, on a plus de 20 000 équipements connectés sur 25 usines. Et il y a une infrastructure de données extrêmement performante qui évolue chaque jour en fonction des nouveaux cas d'usage. On peut déployer des nouveaux modèles d'équipement, on peut mettre à jour les applications depuis un point central. Et donc il y a une véritable infrastructure de données qui permet effectivement de faire vivre les cas d'usage. Et c'est ce qu'on fait aussi maintenant dans les usines européennes du groupe Schneider Electric sur des cas d'usage comme l'efficacité énergétique dont a parlé Eric. Oui, effectivement, ce qui est important dans l'efficacité énergétique, c'est qu'on a classiquement des points de comptage, alors que je dis classiquement, dans un certain nombre d'usines qui sont en tête de ligne. Et là, effectivement, on va descendre au niveau de l'équipement, on va contextualiser la donnée, et c'est en contextualisant, en rapprochant des paramètres de production, etc., qu'on va arriver à descendre sur l'optimisation énergétique. C'est ça qui va, c'est entre guillemets les derniers 100 mètres. Quoi. Voilà, ce serait plutôt Eric d'en parler, mais l'optimisation énergétique, c'est... On va revenir sur les gains. C'est mettre en corrélation le comportement de la machine et le fonctionnement de la machine avec les paramètres de consommation, effectivement. Et donc là, il y a tout un savoir-faire, effectivement, qui est propre au cas d'usage. Et vous avez le même de votre côté. Juste pour revenir vers vous, Didier, effectivement, sur la place du volet captation de données. Quelles sont les données aujourd'hui que vous captez sur le cas d'usage que vous citiez et comment ensuite vous les remontez? Parce que c'est aussi cette question-là aujourd'hui, c'est d'aller chercher de la donnée, de la concentrer et de la publier en fait. Aujourd'hui, comment ça se passe? Oui, on est dans le même cas de figure effectivement de tous. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'enjeu critique du management de la donnée, on se doit d'avoir exactement les bonnes données qui vont justement nous permettre de l'exploiter. C'est-à-dire qu'il y a plein de données qui sont inutiles, mais on a besoin de certaines données donc vraiment très techniques qu'on va aller chercher à différents endroits des process. Et puis on va devoir éventuellement rajouter des données parce que malheureusement, il y a beaucoup de machines qui ne sont pas communicantes ou qui sont assez anciennes. L'industrie mixte des choses très modernes et des choses très anciennes et on va devoir effectivement rajouter des capteurs. Pour pouvoir récupérer des données, soit de contexte, soit carrément des données de vibratoire, température, intensité, qui manquent malheureusement pour faire justement une bonne analyse et d'avoir des bonnes données de départ. Donc c'est crucial. Si on n'a pas ces bonnes données de départ en outil, ça ne sert à rien après d'essayer de les exploiter et de les valoriser. Donc le gros travail de départ, il est compliqué, mais c'est de l'ingénierie, c'est du travail avec les hommes de terrain. Et donc, on va travailler sur tout le process ou sur toutes les différentes machines ou tous les différents objets qu'on va pour lesquels on va récupérer la donnée et qu'on va suivre après, soit en maintenance, soit en performance. Et pour ça, on a un gros travail de départ. Donc ça, c'est vraiment très important. Et comme on le dit, ces données, elles sont disparates, elles n'ont pas les mêmes formats, elles ne sont pas remontées avec la même fréquence. Donc après, le gros travail, c'est de les rendre normalisées et de repartir dans un système après qui permet de traiter ces données par des algorithmes, par des IHM, dans la partie haute qui est IT. Voilà. Merci. Eric? Oui. Oui, vous m'entendez? Oui. Juste pour complémenter un peu ce qui a été dit, nous, on a choisi un outil type UDC. Alors, l'objectif, ça a été de trouver un outil qui soit capable de modéliser pour créer des standards et pour facilement améliorer le déploiement, mais par contre tout en gardant la flexibilité, parce que comme on le dit très justement, au niveau du terrain, on a deux niveaux. C'est-à-dire quand on crée un modèle au niveau d'un device ou au niveau d'une fonction ou d'un use case identifié, le modèle il se crée à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il se crée au niveau device pour la communication de terrain. Et là, c'est des hommes de terrain, des hommes de la connectivité qui vous parlent réseau, qui vous parlent protocole, qui vous parlent vraiment sur le plan électrique, sur le plan automatisme. Et ensuite, on a le niveau use case, donc cas d'usage, avec des gens qui arrivent de la maintenance, qui arrivent de la productivité, qui arrivent de la partie opérationnelle et qui veulent certains KPI, etc. Et ce qui est important, c'est de toujours exposer les données au niveau du cas d'usage par rapport à ces différents usages de la même manière pour que le monsieur productivité ait un TRS de machine toujours identique, que ce soit une presse, que ce soit un robot,
que ce soit une machine d'injection, etc. Par contre, la collecte de données, il faut qu'elle soit flexible. Et un tel outil permet de le faire, c'est-à-dire qu'on a une modélisation au niveau qui est toujours similaire avec des règles OPC-UA bien identifiées, des règles de nommage, des règles d'exposition de la donnée intrinsèques à l'outil, c'est-à-dire intégrées dans l'outil pour que l'opérateur, quand il instancie, ne fasse pas d'erreur et ne passe pas à côté du cas d'usage. Mais par contre, il laisse la flexibilité au niveau du terrain pour, d'une part, déployer des modèles existants tout en étant capable de les adapter, et justement avoir des modèles au niveau des devices qui soient complémentaires et qui s'enrichissent au fur et à mesure des use cases. Aujourd'hui, on est sur une presse de type A, demain une presse de type B, de type C, etc. C'est pas grave, on évolue au niveau du modèle de connectivité. Par contre, on garde exactement au niveau du cas d'usage le modèle d'exposition de données. Sur la partie connectivité, donc soit c'est une connexion par le réseau pour des automates connectés, soit ça peut être des capteurs sans fil, et on va instrumenter, comme le disait Didier, on va instrumenter des vieilles machines existantes. Et tous les cas d'usage ont la même ont le même objectif. Alors nous, sur le plan d'énergie, d'autres sur l'optimisation de process, etc., c'est qu'il faut contextualiser cette donnée. C'est-à-dire qu'une consommation électrique, si on ne lui met pas au regard de quel produit est en cours de fabrication, sur quelle machine, quel type de presse, quelle est l'équipe qui travaille, quel nombre de pièces on a pu, on ne peut pas vraiment l'exploiter et on ne peut pas l'optimiser. Et l'objectif de la démarche et du use case efficacité énergétique chez Schneider, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'au niveau du process, on arrive à avoir un certain nombre de devices, power meter, mesure de débit d'eau, de débit d'air, qualité de l'huile, etc., qui remontent, et on contextualise toutes ces données énergétiques par rapport à vraiment des données de production. Nombre de produits, variantes, etc. Et ensuite, on fait tourner des analytics ou même simplement du dashboarding qui nous permet déjà de comprendre beaucoup de choses pour des experts du domaine et qui permettent justement d'optimiser et de trouver les pistes d'automatisation nécessaires sur la machine en fonction de ces différents modes et en fonction des différents flux de produits. Merci. Frédéric, si tu veux compléter sur la partie connexion, automate, UDC, donc Unified Data Collector, ça permet tu vois à peu près tous les automates du marché aujourd'hui. Donc effectivement, cette capacité à aller chercher la donnée. Oui, donc effectivement, alors l'intérêt, c'est effectivement, comme on l'a dit, c'est de faire des acquisitions multi-device, donc en utilisant beaucoup de protocoles, les protocoles disponibles dans tous les devices, bien sûr, forcément. Et quand vous essayez de récupérer des données, je parlais du vissage tout à l'heure, ce sont des protocoles de très particuliers, par exemple, qui n'ont rien à voir avec les protocoles standards qu'on va trouver sur les automates de commande, par exemple. Donc beaucoup d'utilisation de protocoles hétérogènes, mais avec derrière l'unification qui se fait au niveau d'OPC-UA. Ça pose aussi la difficulté de pouvoir s'interfacer au niveau OT et de pouvoir remonter de la donnée au niveau IT en respectant les problèmes de cybersécurité, qui sont quand même de plus en plus compliqués. Et donc souvent, ça veut dire qu'on est amené à déployer des collecteurs de données au niveau le plus bas, au niveau d'un réseau OT où on va avoir tous les devices qui contribuent à un équipement de production, avoir donc la publication des données en OPC-UA et transformer les flux OPC-UA en protocoles IT sécurisés qui vont pouvoir franchir les firewalls et remonter de la donnée avec du MQTT-S ou du REST API, avec gestion de certificats, sécurisation, etc., etc. Donc là, il y a effectivement ces contraintes-là qu'il faut pas oublier, bien sûr, et c'est un point clé qu'on rencontre de plus en plus souvent. Pour compléter sur la partie connectivité, effectivement, nous aujourd'hui, on est à peu près à 90% des connexions qui sont des connexions filaires au niveau des devices. On va chercher ça sur les réseaux existants au niveau de l'OT. Et à peu près, donc effectivement, dans 10% des cas, on a un complément en IoT, en capteur complémentaire, comme dans les cas justement de Schneider Electric, où on est amené à rajouter des mesures de courant, des mesures d'air, etc., etc. Pour donner un petit peu une idée de comment ça se répartit. Ok, merci Frédéric. Je propose on va basculer parce que finalement c'est ça qui est important aussi, c'est les résultats les gains obtenus, parce qu'à un moment ou à un autre on parle de ROI, on parle de KPI mais aussi de ROI.
Didier, de votre côté, donc sur le use case de station j'ai plus le nom. D'incinération, merci. Oui. Quels sont les use cases que vous avez pu obtenir? Puis vous avez aussi un deuxième cas sur lequel vous avez Alors justement, je vais juste réagir très vite à ce qui a été dit. Effectivement, on parle d'OPCUA, etc. On a tous ces standards-là qui sont les standards Industrie 4.0 mondiaux. Et ça, c'est super important de dire qu'effectivement, pour la cybersécurité, pour la fiabilité de transmission et de passage des données, pour la partie OT, puisqu'on parlait pas mal OT, c'est-à-dire captation de données, on a des capteurs non intrusifs radio, donc avec des gateways qui vont permettre de récupérer ces données. On a aussi du filaire, bien sûr, puisqu'il y a des systèmes existants, donc on se branche sur éventuellement des bases de données, des logiciels, et on va récupérer des données. Tout ça, ça se fait au niveau local, bien entendu. Et quelquefois, comme il y a des problèmes de cybersécurité, donc si on monte un peu d'un niveau, ce que certains clients veulent, ils veulent que tout reste chez eux, dans leur firewall, donc bien enfermé, comme ça ils gardent les données. Donc ça, bien sûr, il y a des applications spécifiques pour ça, donc on fait du on-premise. Et puis après, il y a aussi d'autres applications où au contraire, on passe plutôt sur du gros traitement de données au niveau, je dirais, haut, donc au niveau cloud. Et dans ce cas-là, on va effectivement s'assurer que les données sont bien sécurisées. Et donc la cybersécurité n'est plus une option. n'est plus une option maintenant, bien entendu, donc c'est obligatoire. Donc on fait ce traitement haut. Dans le management de la donnée, il y a la valorisation se fait en général dans la partie haute. C'est-à-dire c'est là où on va traiter la donnée par des IHM, par des mesures. On va permettre d'optimiser les systèmes. Alors on a parlé d'énergie, donc ça c'est assez facile de mesurer la consommation énergétique et donc de chiffrer les résultats. Dans des process de type... Donc là, vous obtenez quoi en alors gain? justement, j'y arrive. Dans des process de type incinérateur ou du type production de matière, etc., donc process, là, on va voir que, par exemple, tout ce qu'on met en place va permettre d'éviter certaines pannes ou va permettre d'optimiser, justement, de regagner cette courbe-là. Donc, on a eu dans le cas, par exemple, des incinérateurs, des gains d'environ 10 à 15%. C'est-à-dire qu'on peut très vite récupérer la courbe et donc toute la zone qui aurait été perdue pour de l'optimisation est récupérée. Donc ça, c'est 10 à 15%, je peux vous dire, sur les grosses usines d'incinération, c'est beaucoup d'argent à la fin de l'année. Il y a le ROI se calcule aussi différemment, c'est-à-dire qu'en évitant des pannes, on évite des arrêts de chaîne, on a un taux de disponibilité qui augmente au niveau des machines. Et quelquefois, suivant les process, on a des gains qui sont phénoménaux. Nous, on a eu un ROI, par exemple, sur un cas d'usage, où rien que le ROI qu'on a eu sur le fait d'éviter la panne sur une machine et donc d'éviter 2 jours d'arrêt de production a dépassé le million d'euros. Et pour bien sûr des équipements où on avait un coût qui était bien moindre que ça. Donc on avait un ROI de quelques jours sur l'équipement qu'on avait mis. Donc c'est des choses où je voudrais juste rajouter une chose, le retour sur investissement peut aussi être réglementaire. C'est une partie de notre business et c'est le deuxième cas d'usage où là c'est plutôt un mode de fonctionnement où on va... J'explique le cas d'usage ? Oui, très rapidement. Très rapidement. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, vous savez, pour l'eau, il y a maintenant des impositions pour les entreprises de réduire leur consommation d'eau, surtout celles qui sont grosses consommatrices. Et donc l'idée, c'est de recycler l'eau pour le process, récupérer l'eau de pluie notamment du site pour pouvoir réutiliser cette eau au lieu d'utiliser de l'eau potable. Donc tout ça, c'est des systèmes qui sont très intéressants. Mais à un moment donné, on fait aussi du rejet de l'eau, puisque on ne peut pas tout utiliser que de l'eau comme ça. Donc il y a un mix et à la fin, on a un rejet d'eau qui va se faire à l'environnement. Donc là, nous, on a un système qui permet, Contrôle Eau, qu'on a lancé cette année, et qui permet, de mesurer le débit, les caractéristiques de l'eau rejetée à l'environnement. Tout ça, c'est tracé dans le temps. Et là, il y a un côté réglementaire, dans le sens où on sait exactement combien d'eau on a économisé, puisqu'on a aussi tous les compteurs d'eau dans les datas qu'on récupère. Et donc, on a un bilan complet, et puis un tracking complet de la qualité de l'eau rejetée, ce qui fait que la conformité du site par rapport aux normes de l'eau, par rapport aussi aux objectifs, sont tracés avec un rapport. Donc ça, c'est aussi l'intérêt, c'est pas seulement l'économie d'eau, c'est parce que financièrement, c'est peut-être pas fantastique, mais c'est aussi la conformité de l'entreprise à l'environnement et aux règles, je dirais, sociales. Ok.
Merci. Alors ça vrai pour énormément de données aujourd'hui sur la consommation énergétique. Il y a aussi des impacts d'évolution. Il y a l'ISO 50001, il y a pas mal de sujets. Eric, en termes de retour côté Schneider. Moi, je peux citer 2 exemples très concrets et relativement récents. Sur l'efficacité énergétique, on fait des diagnostics dans nos usines au niveau des process. Donc il y a toute une partie qui est gérée chez nous par les services d'environnement sur le bâtiment, sur les climatisations, sur tout ça. Nous, on est focusé vraiment process avec la chaîne de données dont j'ai expliqué. Donc là, sur des machines, on va de quelques kilos euros, je dirais, de gains à plusieurs dizaines de kilos euros suivant les process, suivant les machines et suivant le nombre de machines. Donc l'objectif du diagnostic sur ces machines, c'est de définir, suivant les états machines et suivant le flux de production, quelles sont les optimisations possibles au niveau automatisme et au niveau machine. Donc ça, quand on sort du diagnostic, on a en général identifié ces automatisations et on a identifié et quantifié les gains potentiels si ces automatisations sont mises en place. Et là, on va de quelques kilos, donc comme je disais, à plusieurs dizaines de kilos euros. Et il y a un autre gain dans ce cas de figure qu'on n'imaginait pas, mais finalement qui est un bénéfice un petit peu de confort. C'est que quand sur une machine, suivant les états machines, quand elle passe 50% du temps à l'arrêt ou en attente ou en famine, etc., et qu'on coupe les convoyeurs en entrée-sortie, on gagne en sonore aussi. Et ça, c'est un gain qu'on n'imaginait pas et qu'on a une aspiration, par exemple, sur des machines dans des ateliers de menuiserie. C'est pareil, c'est énorme en termes de confort sonore. Une autre optimisation très rapide sur des process, cette fois-ci de réglage, comme quoi on n'est pas orienté que sur l'optimisation énergétique, etc., mais aussi sur des process de réglage pour augmenter la capacité machine, pour éviter justement de l'investissement supplémentaire et augmenter la productivité. Sur des machines de réglage magnétique, sur des appareils que vous avez tous chez vous, qui est le disjoncteur différentiel. Le petit moteur du disjoncteur différentiel, c'est un relais qui se règle par cycle itératif de magnétisation-démagnétisation. On a fait un gain en récupérant les données, donc produits, machines, et surtout en mettant en relation par des IA des résultats de tests antérieurs au relais que l'on est en train de régler. On a fait des gains de 20% de productivité sur une machine. Donc sur une machine qui tourne en 7-7, c'est-à-dire 3 équipes à 1000 produits à l'heure, sur un capex de plus de 1 million d'euros, je vous laisse calculer le gain potentiel à l'année. Ok, mais ça fait vite tourner les compteurs. Vas-y, Frédéric. Pardon, je vais parler plus fort si tu m'entends pas. Oui, au niveau effectivement des retours sur investissement, ce qu'on peut dire de notre côté, c'est qu'effectivement on voit beaucoup de retours. Alors là où il y a les choses les plus significatives, c'est tout ce qui est optimisation énergétique. Effectivement, il y a le témoignage d'Eric dans les usines Schneider. On a aussi des cas d'application dans les usines du groupe Valeo, par exemple, qui sont extrêmement pertinentes sur tout ce qui est économie d'énergie. Moi, ce que je pourrais dire en termes de retour sur investissement, c'est que en termes de déploiement de l'infrastructure de données, ce qu'on regarde surtout, c'est la scalabilité, la mise à l'échelle. En gros, c'est ça. C'est vraiment le point clé. C'est ça qui a été démontré par le groupe Renault. C'est que si on enlève le silotage, c'est-à-dire on déploie vraiment une infrastructure de données, l'intérêt, c'est que ça soit déployable facilement, rapidement, sur les différents process et dans les différentes usines. D'où l'intérêt justement de faire de la modélisation et de pouvoir décliner facilement. Alors du coup, effectivement, le coût, le retour sur investissement du cas d'usage, il va être plus important parce qu'on va réduire le coût de déploiement du cas d'usage. Ce n'est pas forcément le payback qu'on a sur le cas d'usage lui-même, mais c'est le coût de déploiement du cas d'usage qui va être réduit parce qu'on a effectivement une efficacité de déploiement qui est vraiment assez spectaculaire en utilisant ces outils de modélisation notamment. Merci Frédéric. Alors, on a des super KPI, on a des super, mais par contre, un projet, c'est un projet. Donc ça veut dire qu'il y a des difficultés rencontrées, des points durs à traiter. Donc, Didier, vous, de votre côté, quels sont les points durs ou points de vigilance, les sujets qu'il faut bien traiter pour ne pas se louper sur les projets? Alors je dirais, au début du projet, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, on est en face de nous dans l'entreprise, les usines, etc. Les personnes qui sont justement concernées et qui connaissent bien les sujets et donc quelque part qui ont aussi le pouvoir d'y aller, c'est-à-dire le pouvoir décisionnel, bien sûr, et qu'on est aussi pour la suite
quelqu'un qui sera un référent, qui sera en charge de ce système mis en place et qui permettra d'avoir, on peut dire au quotidien, un vécu, une exploitation et des retours chez nous, si jamais il y a des soucis, s'il y a peut-être de nouvelles choses à mettre en place. Parce que c'est des projets où on a rarement un cahier des charges complet, détaillé, les gens ont déjà réfléchi à tout et il y a juste à exécuter. En fait, on a une problématique et cette problématique, il faut l'analyser. Donc il y a beaucoup d'échanges à faire, d'analyses, justement aussi pour choisir où se trouvent les bonnes données, comment je vais les qualifier, comment je vais les remonter. Donc il faut pas mal de travail sur cette infrastructure qu'on met en place au niveau OT. Après, l'autre problème, on en a parlé, c'est le déploiement, c'est le fait effectivement d'avoir quelque chose qui soit juste pas un POC, parce que c'est pas intéressant de faire juste une preuve d'efficacité ou de concept. C'est de pouvoir après, une fois qu'on a mis en place le système, valider sur une machine, sur une chaîne, qu'on puisse après le déployer sur plusieurs chaînes, plusieurs usines, même au niveau international. Donc pour ça, la problématique, c'est d'avoir les bons outils qui vont être capables de faire ça et de mettre en place justement une cohésion. Alors la prise de données est toujours un petit peu spécifique, mais par exemple sur un type de machine, on va retrouver le même type de machine ailleurs. Alors peut-être pas fonctionnant exactement dans le même process, mais c'est le même type de machine. Donc on va modéliser ça. Et c'est là où effectivement on parlait d'IA ou de machine learning. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des systèmes qui vont apprendre et qui vont permettre de déployer et d'éviter de faire de l'engineering et du re-engineering à chaque projet ou à chaque usine ou à chaque chaîne. Donc la mise en œuvre initiale du use case est super importante pour pouvoir bien analyser les choses, mettre en place ce qu'il faut, vérifier que ça fonctionne et après permettre un déploiement, je dirais, sur d'autres usines et d'autres sites et d'autres cas d'usage. Merci. Eric, de ton côté, alors, il nous reste très rapidement. Ouais, Donc très rapidement. Nous, c'est pareil. On a vraiment pas une problématique, mais des points de vigilance à deux niveaux, c'est-à-dire au niveau du projet, c'est-à-dire au use case déployé. Donc ça, c'est comme tous les projets, c'est-à-dire il faut bien choisir le projet. C'est-à-dire qu'on veut démontrer une démarche ou une productivité ou une approche un peu différente grâce à la digitalisation. Donc il faut bien choisir sa bataille. Donc au niveau du projet, bien identifier le projet. Après, comme tout projet, il y a des problèmes de compétences autour, de disponibilité, etc. Donc là, il faut vraiment bien identifier les périmètres du projet et puis mettre les bonnes ressources au bon moment, au bon endroit. Alors nous sommes des services un peu transverses au groupe Schneider. On s'appuie beaucoup sur les ressources des sites et ressources maintenance. Et en sachant qu'une ressource de maintenance ou de méthode, l'objectif principal, c'est la production. Donc on passe avec des niveaux de priorité un peu différents, donc c'est un peu compliqué de faire avancer ces use cases dans les usines. Mais bon, il faut y aller, et se battre. Et puis après, on a un deuxième niveau de problématique, c'est pour justement passer à l'échelle d'un groupe, être capable de déployer la démarche à l'échelle du groupe. Et là, ça met en place du change management, de la data gouvernance, etc. Et à l'échelle d'un groupe, c'est complexe. C'est complexe parce qu'on est vraiment sur des domaines de modélisation, d'orientation objet, de protocoles de com, de différents métiers, etc. Et c'est vraiment très complexe à animer. Donc vraiment, c'est au niveau de la data gouvernance d'une manière générale. Pour passer à l'échelle d'un groupe, sur un use case, c'est relativement simple. À l'échelle du groupe, c'est compliqué. Et Frédéric, on va compléter. Oui, c'est vrai que c'est compliqué, effectivement, mais je pense que le mot-clé, c'est data gouvernance, effectivement. En tout cas, si on parle des groupes, si on parle d'une PME ou d'une ETI, ce ne sera pas pareil. Mais pour les groupes, effectivement, il faut avoir une vision globale de la gouvernance des données, de la modélisation, la gestion de la priorisation des cas d'usage, la façon de déployer et une articulation entre les méthodes centrales et les usines, parce qu'à la fin, ce sont toujours les usines qui déploient, forcément, parce qu'il faut connaître les réseaux qui sont dans l'usine, connaître les protocoles, connaître les machines, tout simplement, les adresses IP, etc., les architectures. Et donc, c'est une collaboration entre des gens du central et les usines. Mais ça ne doit pas faire peur et ça ne doit pas empêcher de faire des choses super intéressantes aussi dans les PME, dans les ETI, parce que les datas sont partout et on peut en tirer profit partout. Simplement, effectivement, il faut les bonnes compétences. Malheureusement, et ça c'est pas vrai que dans les petites structures, même dans les groupes, parfois on a des équipes maintenance qui sont un petit peu, qui sont pas hyper structurées parfois. Parfois une méconnaissance de ce qu'il y a comme data disponible, une méconnaissance des automatismes,
On sait qu'il y a une armoire électrique, mais on ne sait même pas ce qu'il y a comme automate dedans et on ne sait même pas comment aller chercher les datas. Et donc, il y a tous ces petits problèmes-là qui se posent. On fait ce qu'on appelle maintenant du data discovery. C'est-à-dire quelles sont mes datas disponibles, browser les datas qui sont dans un serveur au PCU à quelque part, etc. Donc il y a tous ces aspects-là qu'il faut considérer et qui ne sont pas négligeables. Un autre aspect aussi pas négligeable, c'est que parfois les datas sont un petit peu verrouillées par les constructeurs process, parce que vous avez des machines qui sont arrivées clés en main. Et le fabricant de la machine a fait ce qu'il fallait pour que les données ne soient pas accessibles, pour essayer derrière de vendre des fonctions de support et des choses comme ça. Et ce qui fait que l'industriel, il a un petit peu de mal à aller chercher les datas d'une manière tout à fait libre. Donc il y a quelques freins comme ça et qui nécessitent effectivement de regarder comment faire, apporter du support et de l'organisation, tout ça, quoi. Merci. En complément justement par rapport à cette problématique de la data gouvernance, UDC c'est quand même un vecteur de fédération. C'est-à-dire vecteur de fédération et c'est un vecteur de communication et de déploiement intersite. Quand on ne sait pas quelles données disponibles, etc., sur des typologies de machines différentes, suivant la maturité des sites face à la machine, justement déployer un modèle tout fait, c'est bien plus simple. Et bien souvent, la personne du site découvre via ce modèle les données qui peuvent être disponibles. Donc c'est vraiment, utiliser un outil tel qu'UDC, c'est vraiment un vecteur qui fédère et qui permet un partage beaucoup plus simple. En conclusion, parce qu'il nous reste 3 minutes, en 1 minute chacun, un petit peu quelles sont aujourd'hui vos grandes tendances, prochains projets, etc. Donc en 1 minute, s'il vous plaît, il va falloir être synthétique. Voilà. Merci. Frédéric, si tu veux, très rapidement. C'est le data sharing, le partage des données. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cas d'usage qui nécessitent d'aller chercher des données et de combiner les données de plusieurs structures, plusieurs entreprises, plusieurs usines. Donc comment je fais pour effectivement faire converger tout ça avec des sources de données différentes et avec tous les problèmes que ça peut poser en termes d'anonymisation, en termes de sécurité, etc. Et donc là, il y a des travaux assez intéressants qui se font avec des partenaires comme Dawex, par exemple, dans le domaine des espaces de données partagés, par exemple. Si vous regardez le problème du calcul du coût carbone, par exemple, ou les problématiques de Digital Passport Product, par exemple, là, vous êtes forcément sur des problématiques multi-entreprises. Et du coup, il faut regarder ces aspects de partage de la donnée. Merci Frédéric. Eric ? Alors nous, aujourd'hui, l'enjeu sur les prochains mois, prochaines années, je veux dire, aujourd'hui les use cases sont clairement identifiés. Entre les sites, on a vraiment identifié les use cases qui nous permettent d'aller chercher de la rentabilité, entre guillemets, au niveau qualité, etc. Au niveau de l'architecture matérielle, technique, elle est clairement définie pour exposer les données de manière unique, etc. Maintenant, tout l'enjeu, ça va être la data gouvernance. C'est-à-dire que maintenant, il faut passer à l'échelle du groupe sur comment structurer, quelle équipe mettre en place de support, de déploiement, etc. Et là, on y travaille de pied ferme pour pouvoir pour que la solution qu'on a déployée sur quelques use cases bien identifiés avec des retours bien identifiés et garantis, on puisse la déployer à l'échelle d'un groupe international. Merci. Didier, pour conclure. Alors effectivement, on est aussi dans ce cas où on a passé pas mal d'années à déployer des solutions, à les optimiser, à sélectionner des capteurs, par exemple sans fil non intrusifs, à développer notre propre capteur, par exemple pour suivre des infrastructures de béton. On lance ce capteur, ça s'appelle Saint-Mi cette année. Donc en fait, on passe en mode déploiement. C'est-à-dire que maintenant qu'on a mis en place des use cases qui marchent bien, des systèmes qui fonctionnent bien, qu'on a bien maîtrisé la donnée en outils et qu'on l'a bien traité en IT. Maintenant, ce déploiement international d'ailleurs et national est lancé. Donc là, on a plein de projets sur ces systèmes de maintenance prédictive. On a effectivement la qualité et le suivi de l'eau. Ça, c'est des problématiques qui sont vous entendez parler tout l'été, on a parlé de la qualité de l'eau de partout, la quantité d'eau, donc l'agriculture, l'industrie, l'environnement en général, les collectivités. En fait, on a maintenant des clients dans tous ces domaines-là. Et donc, on a mis en place des systèmes, des IHM, des alertes. Et donc, ces systèmes sont en train d'être déployés à grande échelle. Et c'est ça notre challenge, c'est de les déployer. Alors, juste une petite remarque sur les infrastructures. Sur la partie vraiment data management, eau.
effectivement, on est effectivement dans ces problématiques où on doit travailler dès le départ sur les projets pour pouvoir faire du déploiement avec les systèmes d'information des entreprises, toutes les équipes de cybersécurité, et aussi le data management, c'est-à-dire s'ils ont des data lakes, des choses comme ça, on nomme toutes nos data pour être compatibles et pouvoir après être intégrés au niveau international. Ok, je vous remercie. Donc juste en conclusion, alors l'ensemble des intervenants sont présents sur le salon, hein, donc et pas très loin, juste ici. Donc sur le, on est juste en face. Donc vous pouvez effectivement voir, il y a des équipements qui sont en démonstration, donc ça permet de voir un petit peu. Juste en conclusion, ce que je voulais quand même dire pour les projets qu'on a pu mener, c'est très important d'associer l'ensemble des équipes, vous l'avez dit, mais c'est vraiment avec eux aussi que ça se construit. On apporte des outils, on apporte collectivement des outils, des démarches, mais ça se construit aussi, c'est aussi des montées en compétences des équipes, ça permet effectivement de travailler, ça se fait avec eux, et parce qu'ensuite c'est eux qui vont utiliser, donc c'est important que ça se consolide aussi avec eux. Donc c'est des outils qui sont donnés, que ça se fait en lien avec les équipes, à la fois opérateurs, à la fois électriciens, à la fois automaticiens, les gens. Enfin, il y a énormément de gens et c'est aussi, comme ça a été dit, des outils aussi un peu fédérateurs où on arrive à emmener tout le monde en partageant la donnée et surtout en montrant des KPI. Et ça permet aussi de justifier les investissements et dans le contexte actuel, on sait que c'est important. Merci à tous. On n'a malheureusement pas le temps c'était un petit peu dense de prendre des questions, mais on reste disponible dans très peu de temps ici parce qu'il y a une autre conférence qui arrive. Mais ensuite, pas de souci pour échanger avec vous sur les stands. Merci beaucoup.